Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de nous amuser un peu avec l'effondrement. Alors, vous allez me dire, c'est pas drôle du tout, l'effondrement, on va quand même pas s'amuser avec ça. Eh bien, si, on va s'amuser, et c'est pour ça que j'ai appelé ça par la barbe du prophète, histoire de m'amuser avec le fait que tous les collapsologues sont des hommes blancs barbus, et que c'est trop drôle quand on compare ça à tous les prophètes des temps jadis, genre Jérémie et autres gens de Patmos du temps jadis, et que ça en dit long une fois de plus sur les questions de genre comme critérium de la société. Bon, vous savez que je suis passionnée par ces questions pour la bonne raison que n'importe quel problème politique, social, littéraire, philosophique qu'on peut envisager, dès qu'on applique ce critérium du genre, on obtient des résultats époustouflants pour la réflexion et aussi l'ironie, l'humour par rapport à notre monde contemporain. Donc, cet épisode est intitulé Par la barbe du prophète et il traite de l'effondrement avec un grand E de Saint Mâle Blanc. Donc, Saint Mâle Blanc, vous avez compris ma problématique que je vais vous développer. Alors, naturellement, le public aujourd'hui est très, très informé de toutes les histoires de grandes extinctions. Alors, il y a des bouquins à n'en plus finir, de collapsologie, manuel de la transition, 2008-2010 par Rob Hopkins, qu'est-ce qu'il y a encore? Michael Reuter, Collapse, il y a Yves Cochet, enfin bon, des tas de mecs qui nous parlent de la sixième extinction, les grandes extinctions, etc. Alors, les gens connaissent particulièrement l'histoire des dinosaures non aviaires et des ptérosaures, enfin l'extinction, disons, d'il y a 65 millions d'années. En réalité, elle était beaucoup moins dramatique, paraît-il, que celle du Permien-Trias, qui laissa sur le flanc le vivant pendant une bonne poignée de millions d'années, mais elle frappe davantage les esprits, sans doute parce qu'elle est plus proche de nous sur l'échelle du temps. En fait, non, parce que l'extinction de la mégafaune lors de la dernière glaciation, celle qui a vu disparaître tout ce qui était gros, vous voyez, les mammouths, les paresseux, les tatous, les castors géants, les lions et ours des cavernes, les tigres à dents de sable, enfin, toutes ces charmantes bestioles comme le rhinocéros laineux, etc. Bon, ça se compte en millénaires, hein, et non pas en millions d'années. Donc c'est beaucoup plus proche et personne ne l'exploite, sauf naturellement la saga L'âge de glace, bien entendu. Alors qu'elle résulte déjà d'un petit réchauffement climatique et qu'on peut déjà incriminer une certaine forme, paraît-il, d'extinction au sens la chasse, les humains qui auraient chassé trop de bêtes, enfin, on a toujours cette thématique-là. Donc, alors, ça fleure bon quand même son patriarcat teddy-bear, hein, son patriarcat nounours, où on voit l'homme, la chasse, le destructeur. Enfin, on retrouve finalement cette espèce d'idées hollywoodiennes là, qui sont toujours scandées et qui constituent une espèce de faisceau de représentation patriarcalo-masculiniste, etc. Alors, je rappelle, quand je parle de masculinisme, je ne parle pas de masculin. Je resitue à chaque fois, le masculin, ça n'a rien à voir avec le masculinisme, qui est simplement une façon d'impacter le monde à travers la culture pop, à travers des tas de médias, hein, il y a toutes sortes de moyens, donc d'impacter le monde comme ça, avec des idées typiquement comme celles dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire la chasse, l'homme moderne, alors on dit l'homme, toujours comme s'il y avait ni femme, ni vieillard, ni enfant, ni chat, ni chien, ni rien, quoi. Il n'y a que l'homme, vous voyez, tout seul sur la Terre, tellement important, alors qu'il y a quand même des bactéries, des archées, et puis quelques virus aussi qui pourraient bon, s'arroger. Alors, je sais bien que le virus n'est pas vraiment une bestiole au sens propre, à supposer qu'est-ce que c'est, hein, qu'est-ce que c'est qu'une bête, qu'est-ce qu'un animal. On parle de la défense de l'animal, mais voulez-vous défendre les bactéries anaérobies, voulez-vous défendre les moustiques, les tarentules, qu'est-ce qu'on veut défendre? Les bestioles mignonnes, hein, comme les abeilles, bzz, bzz, ou alors les petits chats, les petits chiens, les vaches, les jolies bêtes. Bon, voilà. Donc, tout le problème, finalement, ici, vous voyez, le patriarcat teddy-bear, cette espèce de construction avec l'homme, la chasse, la destruction et la culpabilité, qui est avec, hein, c'est sa faute, blabla. On a déjà des archaïques images qui nous viennent à l'esprit et qui sont la meuf en train de cueillir, le mec en train de chasser, c'est complètement inventé, on ne sait absolument rien naturellement de la répartition des rôles des humains et supposer une division genrée, c'est des âneries totales hein, dans l'état actuel de nos connaissances. Alors là, ce qui est intéressant, c'est justement, alors j'ai fait des dessins pas très bons, hein, je dois avouer, mais
Bon, peu importe, on va appliquer le critère du genre et on va essayer de voir comment l'effet masculiniste joue sur cette représentation de l'effondrement, avec tous ces barbus qui sont finalement de manière assez amusante, en train de créer une sorte de religion mondialisée. C'est-à-dire, vous voyez, il y a les scientifiques. Alors, les scientifiques, j'ai envie de mettre un tiret, vous voyez, c'est une espèce de groupe, un petit peu comme si c'était les scientifiques, on ne réfléchit plus, hein, c'est les prêtres d'une espèce de nouvelle religion, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle science ils appliquent exactement, on ne sait pas trop les scientifiques. Vous voyez, c'est une expression lexicalisée. Alors, ils vont nous sauver. Donc ça, c'est toujours curieux, hein, quand on vous dit sauver quelque chose, méfiez-vous, c'est la base. Donc, on va nous sauver. Alors, sous-entendu, on n'est pas capable de se sauver soi-même, mais on va nous sauver. Qui va-t-on sauver? On va sauver bien évidemment la planète. Or, il faut bien se rappeler que la planète, elle en a vu d'autres. Elle s'en fiche totalement de ce qui arrive actuellement. Clairement, elle s'en fiche, la planète. Ce n'est pas son problème. Il va falloir sauver, bien sûr, l'homme. Alors, pas l'humanité, machin. Il va falloir sauver l'homme, bien que l'homme soit coupable et responsable de ce qui lui arrive. Alors, c'est assez étonnant, toutes ces coupes de cheveux christiques, toutes ces barbes chez ces hommes. Alors, je vais vous les faire passer les uns après les autres. Alors, voilà Cyril Dion qui nous dit que l'effondrement est déjà là. Et j'ajoute, vous voyez, j'ai écrit le documentaire Demain avec Mélanie Laurent, mais on ne parle pas d'elle, ce n'est qu'une actrice. Bon, c'est assez amusant de voir effectivement une émission de France Culture récente invite ce gars, j'ai failli dire Céline Dion, pardon, Cyril Dion, mais n'invite naturellement pas la fameuse Mélanie Laurent. Alors, tous les barbus, alors je vous fais un panorama de barbus. J'ai tellement peur de l'effondrement que je vis sur un bateau équipé comme un bunker avec ma femme, mais elle, on n'en parle pas. Donc voilà, Dmitri Orlov, toujours des espèces de collaborateurs. Alors, je vous mets Esdras, un prophète. L'archange Uriel m'a dit que les humains étaient des incapables. Du coup, j'ai eu cette vision, pas plus, pas moins. Uriel, pas Ariel, c'est pas la petite sirène. Donc là, bon, vous voyez, le prophète, quel est le lien finalement entre tous ces prophètes contemporains, mâles blancs barbus, et ces prophètes anciens? Alors je continue avec un autre prophète, Baruch. Voilà, l'homme a mangé la chair de sa fille et la chair de son fils. À part ça, les géants existaient, j'en suis sûr. Donc la famine, le glaive, l'exil, la mort, nanana, nanana, nanana. On est dans un discours puissant et prophétique. Évidemment, Zacharie, alors toujours pareil. Hein. Alors ça, c'est des choses d'époque. Hein. L'impudicité, le luxe, les femmes, le malheur, la vengeance divine. C'est des choses de l'époque. Maintenant, c'est l'homme est responsable, l'humanité est responsable. C'est pas vrai. C'est pas l'humanité. C'est quelques spéculateurs, des salopards très très limités hein, qui sont responsables de tout ça. Et alors, on accuse l'humanité entière, alors que l'humanité crève des immondes crevures en question. Vous voyez, c'est quand même d'une injustice absolue. Alors, et là, pareil, hein, évidemment, on accuse tout le monde. Hein. Zacharie, l'ange de l'Éternel est monté sur un cheval roux. Bon, un cheval roux, ça c'est nouveau, parce qu'en général, les chevaux sont pâles, enfin bon, toutes sortes de choses. Ah, Jared Diamond, alors lui, je le retiens. Lui, c'est l'espèce de mâle blanc en avion qui parcourt, qui bouffe du kérosène à travers, et puis qui se permet de faire la morale à tout le monde. Société, c'est votre faute si vous disparaissez. Ce fameux bouquin intitulé Effondrement qui dit c'est ta faute. Vous vous rendez compte l'immondité? On est vraiment là dans un espèce de discours chrétien de la culpabilité avec un bonhomme qui s'arroge le droit de sillonner le monde comme ça du haut de son américanisme mal blanc. On est vraiment au sommet de l'écœurement. Peut-être pas tout à fait parce qu'on a aussi le rapport Mido, le rapport de Denis Mido, comme quoi le monde s'effondre dès 1972. Bon, évidemment, il y a longtemps hein, que ces problématiques sont en cours. Et là, il a écrit le rapport Mido avec son épouse, mais on ne parle que de lui. Toujours la question du genre intéressante. Jérémie, encore un prophète, désastre sur désastre, mais que ferez-vous quand viendra la fin? Et alors, le meilleur de tous, c'est Jean de Bademois. Sur lui, il est trop fort. Il invente 50 000 trucs, c'est extraordinaire. Des étoiles, des églises, les vieillards, les lampes ardentes, les êtres ailés, le feu, le sang, etc. Et lui, il est extraordinaire. Donc, c'est vraiment le meilleur de tout, je vous le recommande. Il est dans les évangiles, en fait, parce qu'ils l'ont confondu avec Jean, l'autre. Vous voyez, ils l'ont confondu avec l'évangéliste. Ils se sont dit, ah, on va mettre son texte. Et c'est là-dedans qu'il y a le fameux 666, le nombre de la bête.
qui est une espèce de ce qu'on appelait la guématrie hébraïque. C'est un jeu que tout le monde a fait, j'imagine, en classe, en s'ennuyant. Vous savez, quand on affecte le 1 à la lettre A, le 2 à la lettre B, puis qu'on prend les numéros de toutes ses copines et qu'on leur fait un chiffre. Bon, ben, tout ça, c'est la même chose, hein, c'est le même esprit, la guématrie, un travail sur les comparaisons des lettres et des chiffres. Et on peut mettre tout le monde hein, comme ça, c'est-à-dire que le nombre de la bête, il s'applique à Hitler, Staline, au César de l'époque, hein, que Jean de Patmos vilipendait, etc. Je vous ai mis Ézéchiel avec ses visions. Bon, c'est toujours pareil, les barbus, et je finis avec Pablo Servigne. Donc lui, super barbu et super christique avec ses petits cheveux. Et effectivement, la peur, la culpabilité, lui, c'est vraiment un grand prophète, en ce sens que la dimension de la peur et de la culpabilité est extrêmement forte chez lui. Et en plus, il est assez fortiche parce qu'il arrive à avoir des apôtres. Et il est plus fort que la plupart des autres. Par exemple, il y a un moment où il y a une petite fille, vous voyez la petite fille, hein, elle a compris dans l'assemblée et elle va évangéliser les autres, à savoir son grand-père, sa mère, enfin sa famille. Et lui, il dit, vous vous rendez compte, elle a compris cette gamine. Donc, vous voyez, il arrive à générer des prophètes qui portent sa parole. Donc, on est vraiment dans une vision de rhétorique eschatologique. Et donc voilà, là c'était toute cette brochette, je ne sais pas comment dire, d'hommes blancs à barbe avec des à cheveux qui écrivent des conférences, qui font de la collapsologie et qui font vraiment, bon, comment dire, toute une rhétorique que je qualifierais de, oui, alors eschatologique, c'est un mot, vous voyez, c'est de la rhétorique de prophète. C'est très fort, hein, ces façons de hurler, et le monde s'effondrera, et la terre sera pleine de sang, et du ciel, et de la lune, devenus rouge sang, tomberont, alors tous des grenouilles, des plaies d'Égypte, enfin, je vous fais ça en gros, après vous pouvez retrouver toutes les références, etc. Alors, je note quelque chose, j'avais travaillé sur l'Apocalypse à un moment, et les livres traitant d'Apocalypse, il y en a à toutes les époques, hein, et c'est très frappant de voir que, quelles que soient les époques, l'Apocalypse a lieu du vivant de l'auteur qui écrit le bouquin. Alors là, cette allégation mériterait, là encore, d'être un peu étayée. C'est-à-dire qu'il faudrait que je reprenne si j'étais une fille bien, je reprendrais chaque titre du genre 1571 l'Apocalypse, 714 l'Apocalypse, je dis les dates au hasard, hein, je ne me souviens plus, 1912 l'Apocalypse, Paco Rabanne l'Apocalypse, je ne sais plus quelle époque c'était, 2012, oui, je crois. Bon, vous voyez, il faut toujours que l'Apocalypse soit contemporaine du gars, parce que c'est un gars qui écrit le truc. Curieusement, maintenant, et je vais conclure là-dessus, on va parler de Greta Thunberg. Et elle ressemble naturellement à l'iconique Fifi Brindacier, hein, vous l'avez reconnue, c'est une héroïne des pays du Nord, elle est comme Fifi Brindacier, elle est audacieuse, elle est courageuse, elle est anticonformiste et elle est fille. Or, là, vous voyez, c'est assez marrant de voir que cette petite l'emporte sur toute cette galerie de collapsologues barbus. Et finalement, ça montre que l'usage de la rhétorique des prophètes n'est peut-être plus aussi à la mode et aussi efficace qu'avant. C'est-à-dire la rhétorique religieuse masculiniste des prophètes, c'est votre faute, vous êtes coupable, repentez-vous, faites quelque chose, triez vos déchets, quoi encore. Enfin bon, tout ce cirque, c'est peut-être plus tout à fait d'actualité. Alors tout le monde se déchaîne hein, contre Fifi Brindacier, tout le monde se déchaîne contre sa vêture, son autisme, son jeune âge, tout ce que vous voudrez, mais en fait elle est forte et les autistes sont très forts. N'oublions pas qu'un autiste investi d'une mission, rien ne le fera sortir de ses rails, hein. C'est quelqu'un de très fort. Donc finalement, il y a vraiment un jeu comme ça d'opposition entre les barbus et la gaminatresse. Je finis par mon histoire capillaire, hein. C'est des nattes contre des barbes. Et c'est assez, bon, vous voyez, c'est assez drôle, les mecs contre la gamine, les jeunes contre les vieux, les nattes contre la barbe. Et finalement, les littératures dites de jeunesse contre la noble tradition eschatologique. Donc du point de vue de la critique des discours, vous voyez, je me place uniquement de ce point de vue-là, critique des discours et réflexion
sur les genres, enfin sur les oppositions de genre et sur le critère de genre comme réflexion féministe sur le monde de façon assez large. Et alors c'est assez drôle de voir ces deux systèmes s'affronter avec le baratin culpabilisant des barbons qui voudraient bien gagner la bataille, terroriser, menacer, pétrifier, comme le faisaient si bien les anciens prophètes. Et finalement, on peut se demander, et c'est là-dessus que je conclus, si on n'est pas devant une espèce d'effondrement, certes, mais de la classe masculine blanche capitaliste, de ces séides et de ces sbires affidés, c'est-à-dire toute cette espèce de cohorte d'experts mâles blancs, de films hollywoodiens et de médias vendus aux puissants. Et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe parce que les peuples sont réellement en danger et réellement réduits au silence. On le sait depuis la philosophe indienne Spivak. Les subalternes ne peuvent pas parler. Je fais référence à son bouquin « Les subalternes peuvent-elles parler ?» Sous-entendu, peuvent-elles dire un mot là? Peuvent-elles avoir ne serait-ce qu'un petit peu de place, de parole, à la place de tous ces mâles blancs omniprésents qui ne cessent d'occuper tous les espaces, vraiment tous les espaces médiatiques, tous les espaces de parole qui saturent absolument tout, qui sont invités à des émissions, enfin tout ce machin-là, quoi. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, ce serait un peu l'espoir, à l'effondrement, certes, mais de tout ce qui est masculin, blanc, dirigeant, expert, qui a la parole, qui serait éteint finalement, qui commencerait à s'éteindre parce que leur rhétorique ne fonctionne plus. Leur rhétorique, c'est la science considérée comme un asile d'ignorance, hein, comme aurait dit Spinoza. C'est-à-dire que ce n'est pas la science qu'on apprend, la science qu'on étudie. Plus personne n'étudie la science, hein, c'est un problème actuel. Les gens étudient des façons de faire, des pratiques, mais la science elle-même, vulgarisée par les blogueurs d'une façon incroyablement délirante. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est finalement la grande religion occidentale de l'effondrement portée par ces gens. C'est un dispositif rhétorique que je trouve extrêmement inquiétant, puisqu'on s'incline devant la science, l'armée, la puissance masculine, l'ordre mondial, comme seul capable de nous tirer de ce guêpier. Or, c'est absolument faux. Ce n'est pas l'ordre mondial qui va nous tirer de ce guêpier. L'ordre mondial nous y enfonce joyeusement et il continue à le faire. Donc, ça n'a pas de sens. Cette rhétorique n'a aucun sens, mais c'est une rhétorique dont il faut, je crois, démonter la tragique efficacité. C'est-à-dire, que veut cette rhétorique? Contrairement à celle de Greta Thunberg, elle veut pétrifier les peuples, faire taire les personnes concernées, bien sûr, jusqu'à ce que personne n'entreprenne une réflexion personnelle assortie d'action sur ce qui serait possible de faire localement. On nous invite à croire qu'on va être sauvé par un groupe de scientifiques qui nous ont précipités contre le mur avec l'aide des actionnaires, des spéculateurs, du capitalisme masculiniste mondial et tutti quanti. Donc finalement, l'idée que tout le monde est coupable et que ce sont des prophètes, rien n'a changé depuis Ézéchiel, depuis Jérémie et depuis tous les mecs du temps passé que je vous ai ainsi présentés rapidement via ma petite bande dessinée. Voilà, donc c'était pour réfléchir un peu sur la façon dont les dispositifs de discours s'emparent, comme on dit, de la question de l'effondrement. Et je pense que ça permet de replacer un petit peu ces questions autrement, c'est-à-dire de ne plus croire de façon naïve au fait d'être sauvé par les scientifiques. Chaque fois, je mets des énormes guillemets, mais vous voyez, et à prendre conscience du rôle de l'histoire de la littérature, du rôle de l'histoire des discours au sens large pour la réflexion contemporaine sur le monde d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.